Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans le monde de... Un podcast et une newsletter pour grandir personnellement et spirituellement. Bienvenue dans le monde de... L'amour, la joie, Le guide Michelin des pratiques de l'invisible. Un guide sonore pour ne plus avoir peur. Sois ton propre gourou. Juno. Salut, c'est Julien. Je vais au fil de ces épisodes te faire découvrir toutes les pratiques qui ont changé ma vie. Celles qui m'ont permis de faire entendre ma voix pour la première fois en public et de me sentir enfin vraiment à ma place. Depuis, j'ai multiplié ces expériences de l'invisible. Énergéticienne, magnétiseur, chaman et bien d'autres encore. Mon but, t'ouvrir différentes portes d'entrée vers ce monde-là. Que tu puisses goûter avec confiance d'autres voies pour toi. Épisode 2. Andrea Flagel, soins énergétiques, homéopathie, Sama Yoga. La puissance de la douceur. Bienvenue dans le monde de... Coucou Andrea, Coucou Julien. comment vas-tu ? Très très bien, je suis heureuse de partager ça avec toi. Dans quelles énergies arrives-tu dans cet épisode du podcast Bienvenue dans le monde 2, où on te met en avant en tant que praticienne du monde de l'invisible. On va venir un peu détailler ce que tu fais, de quelle manière tu le fais, d'où ça vient. Et puis, ce qui nous viendra aussi, il y a des cartes qu'on va tirer aussi pour ouvrir et refermer le champ. Et ouais, dans quelles énergies tu es là, maintenant ? Je suis excitée. J'ai vraiment envie de parler de ce que je fais et puis que tu m'offres cette opportunité-là, ça me touche énormément. Voilà. Génial, et ben je te remercie d'accepter de me recevoir, de venir avec tout mon matos, de m'installer chez toi. On est dans quel endroit là, précisément ? Alors, on est à Guidel, dans le Morbihan, chez ma maman, qui a donc une maison dans le village de Kerléo qui s'appelle le trou d'eau en fait. Et il y a 7 sources qui coulent sous cette maison. Waouh ! Voilà, et c'est un endroit dans lequel souvent les gens qui viennent me voir se sentent directement très très bien, sont très à l'aise et peuvent se détendre. Donc je me suis dit que c'était l'idéal pour aussi pratiquer moi en tant que thérapeute ici. Donc cette source, et toi donc de l'eau, tu es un signe d'eau, toi. Exactement, donc je suis poisson, ascendant poisson, même ma lune est en scorpion. Donc j'ai beaucoup d'eau dans mon thème astral. Et c'est aussi ce que je prône un petit peu, un retour aux sources en fait, et une introspection. Et pour moi, c'est passer par ces eaux et par ces émotions. Donc, c'est chouette, c'est un retour aux sources. Donc on arrive ici, on a 7 sources possibles pour nous. et en fait, les personnes qui viennent dans ces énergies, dans cette maison, tu les accueilles de quelle manière, toi ? Un peu comme si je les invitais chez moi en fait. Donc selon ce qu'ils viennent faire comme soin ou comme accompagnement. J'ai une salle où on a beaucoup plus d'espace, là où on se trouve aujourd'hui ensemble. Et puis une autre salle qui est un petit peu plus, on va dire, un peu type cabinet, voilà. Plus intimiste. Oui, où on va plus être dans l'échange, dans la parole, alors que ici où on se trouve, je viens plus faire les soins qui sont liés au corps. Et c'est justement où j'étais ici hier, même, on a fait le soin que tu m'as proposé. On va en reparler, on va aller un peu plus en détail. Moi, je vais partager mon expérience et puis tu vas nous raconter pourquoi tu fais ce type de soin et comment tu le fais à ta manière. Et c'était vraiment pour moi quelque chose de très, très puissant aussi. C'est ce que j'adore dans ce podcast et dans ce projet-là, c'est de mettre en avant les pratiques, mais de le faire moi-même pour le ressentir dans le corps. Et d'inviter les personnes à aller le ressentir dans leur propre corps parce que ça sera assez différent. Mais au moins, je témoigne de mon expérience et on aura cette base-là pour discuter tout à l'heure. Et pour commencer, j'aime bien tirer des cartes. J'ai un jeu qui s'appelle Point of View qui est assez génial. Donc, il y a des photos, des mots ou une question. Ce que je te propose, c'est de cette fois en tirer 2. Une qu'on va ouvrir tout de suite et l'autre qu'on ouvrira à la fin, qu'on regardera à la fin en refermant cet échange. C'est OK pour toi ? D'accord, oui. Est-ce que tu veux une photo, donc 2 photos, ou est-ce que tu veux 2 mots, ou est-ce que tu veux 2 questions ? Alors, j'aimerais bien On peut mixer, si une tu veux. photo, Ouais. ouais.
Et puis, peut-être un mot, c'était ça? Ouais, ok. Donc, on ouvre avec une photo qu'on va regarder, et le mot, on va le tirer, mais on le regardera tout à l'heure. Ok. Génial. Je bats les cartes. C'est parti. Est-ce que tu as une intention à mettre sur ce tirage de départ? Oui, alors j'ai un mot qui me vient, c'est la joie. Ok. Et ben c'est parti. Je te laisse tirer une carte. Alors très bien. Avant que tu nous décrives cette première photo, je vais te demander de tirer un mot avec peut-être une intention différente, mais on le regardera à la fin. Alors j'ai pas forcément d'intention là qui me vient, mais je peux tirer quand même. Bien sûr. L'universel. Et tu regardes? Ah. T'as vu? Non, j'ai juste vu la première lettre. Ok. Oui, là j'ai voulu tricher. Très bien, on regardera tout à l'heure, donc on la pose là. Et donc pour ouvrir cette discussion et cette intention, donc tu me poses le mot joie et tu tires une carte qui est, tu peux me la décrire? Donc, je pense 2 personnes, peut-être une femme sur la gauche et un homme sur la droite, après bon, qui se tiennent la main. Et on voit vraiment juste cet enlacement de doigts et puis l'homme à droite qui croise les doigts derrière son dos. Donc c'est chouette, c'est un peu une promesse d'amour, une envie aussi d'être en couple. Et, en tout cas, moi je le traduis comme ça et que ça aille bien dans l'amour partagé en fait. Est-ce qu'en partant de cette image, tu peux nous ouvrir le début de ta vie et de ton arrivée sur Terre lié à ça? Alors, oui, c'est hyper touchant parce qu'en fait, je pensais à ça tout à l'heure avant que tu arrives. C'est que pour moi, on a été créé justement dans l'amour et que c'est ça notre source, l'amour. Et donc, moi, je suis venue au monde à Paris et j'ai déménagé donc à l'âge de 2 ans pour aller m'installer avec ma famille en Allemagne, à Munich, où j'ai grandi jusqu'à mes 14 ans. Et ensuite, j'ai redéménagé en Bretagne, donc de mes 14 à mes 18 ans. Puis j'ai fait mes études dans le marketing, un monde assez superficiel. J'ai travaillé un peu dans la mode, dans l'événementiel, à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé à l'époque pour mes études et aussi pour travailler. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose d'essentiel et que j'étais pas du tout à ma place. Il y a beaucoup d'événements dans ma vie qui m'ont montré que c'était pas mon chemin, parce que c'était difficile, que rien ne se faisait facilement. Donc ça, c'était vraiment un indicateur assez clair en fait, jusqu'à ce que je l'écoute vraiment. Et j'ai décidé d'aller m'installer à Berlin après ça, où là j'ai commencé à faire mes études de Heilpraktiker. Qu'est-ce que c'est comment tu l'écris et qu'est-ce que c'est? Alors le Heilpraktiker, ça s'écrit H-E-I-L-P-R-A-K-T. Alors j'ai un petit doute, oui, I-K-E-R, donc de pratique en fait. Et Heil, ça veut dire guérir. Donc c'est des études de guérisseurs, de guérisseuses. On les définit comme ça en Allemagne, guérisseur, guérisseuse, ou c'est un peu comme de la médecine chez nous, ça n'a rien à voir en fait? C'est de la médecine dans le sens où on a aussi un tronc commun de médecine classique, c'est-à-dire qu'on va apprendre toutes les pathologies comme un médecin, mais en l'espace de 3 ans. Des choses qu'on approfondit plus ou moins, mais c'est quand même très, très costaud comme programme. Et un Heilpraktiker en Allemagne a le droit de faire des injections, a le droit de faire plein de choses qu'un médecin aussi peut faire. Sauf qu'à côté, il y a toutes les thérapies alternatives. Donc, on choisit un petit peu selon ses affinités. La phytothérapie, la médecine chinoise, l'homéopathie et les soins aussi énergétiques, en fait. Clairement, les soins énergétiques, voilà. dès cette étape-là. Il y a un grand changement par rapport à la France lié à ces pratiques-là en Allemagne. Complètement. Alors, l'Allemagne est quand même globalement plus ouverte. Ils sont tournés plus vers les plantes déjà pour se guérir. Donc la phytothérapie est assez présente. Et puis l'homéopathie de toute façon, puisque Hahnemann, le docteur Samuel Hahnemann est d'origine allemande en fait.
D'ailleurs, il est venu s'installer vers la fin de sa vie à Paris, où il avait beaucoup de succès. Donc c'est une grande histoire d'amour entre l'Allemagne et la France, finalement aussi. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi il y a une ouverture d'esprit par rapport à des pratiques type soins énergétiques, homéopathie, ou des pratiques moins conventionnelles que la médecine allopathique? Alors c'est que mon avis à moi, mais je pense que du fait de la religion catholique très forte en France, qui a vraiment voulu séparer, l'esprit du corps, hein. Donc l'esprit, ça appartenait à la religion et le corps à la médecine. On a beaucoup perdu et il y a une grosse morale en fait qui s'est aussi posée sur la médecine. Alors qu'en Allemagne, il y avait beaucoup plus de protestants et il y avait une ouverture et il y a les anthroposophes aussi comme Rudolf Steiner, etc., qui sont très présents et qui ont apporté beaucoup dans l'approche de la vie en général, la guérison de la santé, de la maladie. Et des guérisons beaucoup plus holistiques, qui ne s'arrêtent pas juste sur le symptôme ou qui catégorisent en plein de parties le corps et les traumas. Exactement, oui, on a cessé de découper et on a vraiment compris que tout était lié et que la totalité se trouve dans le détail et le détail dans la totalité. Et donc de ces études, d'ailleurs, elle ressemble un peu à quoi? Donc tu fais 3 ans de tronc commun, puis derrière tu te spécialises en quoi, toi? Donc c'est en même temps. Il y a la pathologie, tout ça que tu es obligé d'étudier. Et puis en même temps, à côté, moi je me suis spécialisée en homéopathie uniciste et en soins énergétiques. Et pourquoi l'homéopathie? Pourquoi les soins énergétiques? Alors, l'homéopathie, parce que pour moi, ça a vraiment bouleversé la façon dont on comprend la médecine. C'est-à-dire que, comme je disais, on ne vient pas séparer et travailler contre un symptôme. Justement, le symptôme est utilisé comme un détective prendrait un indice pour comprendre la maladie, qui est une forme de résistance de l'énergie vitale. C'est-à-dire que la maladie n'est pas un ennemi, qu'on vient travailler avec, et l'homéopathie vient se concentrer sur le blocage, en fait, et vient pas éliminer le symptôme. Et donc tout ce changement de paradigme, pour moi, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses que je vivais moi-même, que mon entourage vivait, et de comprendre que si on pense la médecine comme ça, et le corps et l'esprit, eh bien, c'est apaisant, en fait. C'est pur amour, c'est pas dans l'opposition, mais dans le reliant, dans ce qui est unifiant, en fait. Et pour moi, c'est ça, l'homéopathie uniciste, en fait, c'est aussi une médecine démocratique. C'est-à-dire qu'on demande aussi à la personne en face, au client, au patient, d'être actif dans sa guérison et de lui redonner un pouvoir. De ne pas avoir cette autorité, justement, que le médecin souvent a, que lui, il est le sachant et qui s'identifie au savoir. L'homéopathe ne sait pas, il est détective, il va chercher à comprendre la personne dans sa globalité, mais dans son individualité également. Donc il a besoin de la personne pour pouvoir faire le chemin ensemble. Ça ne peut pas être effectivement rentrer dans des cases et puis donner comme tu dis, comme les sachants, donner un médicament, donner quelque chose. Il a besoin de partir à l'enquête. Oui. Et donc il y a beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. Énormément. Et en fait, Hahnemann a mis 55 ans pour écrire 6 éditions d'un organon, en fait, qui est en quelque sorte, qui sont des livres qui établissent comme des lois de guérison. Donc ça veut dire qu'il y aurait des règles à suivre. Ok. Est-ce que tu peux nous citer des lois de ces guérisons? Alors oui, il y a par exemple de l'intérieur vers l'extérieur. Donc tout symptôme en fait qui serait à l'extérieur, si on vient supprimer ce symptôme extérieur, ça va retourner vers l'intérieur. Donc finalement on vient empêcher une guérison. Il y a aussi du bas vers le haut, alors je ne sais pas si je le dis dans le bon sens. En gros, si on a quelque chose qui est vers la tête, vers le haut du corps, ça va être plus lourd que si ça redescend vers le bas. Donc tout ce qui est vers les pieds, les jambes, c'est comme un arbre un petit peu, hein, ça repart dans la terre, ça redescend. Donc ça veut dire que c'est bon, c'est sur la voie de la guérison. Donc qu'est-ce qu'on pourrait avoir au niveau des jambes, tu veux dire, des maladies qui seraient à cet endroit-là? Ça peut être tout, oui. Après, on parle vraiment de pathologies locales, c'est-à-dire physiques, qui en homéopathie d'ailleurs ne sont pas forcément celles dont on tient compte, en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est une autre loi de l'homéopathie, c'est-à-dire que
Ce qui va m'intéresser, c'est pourquoi toi, Julien, tu as une migraine. Parce que ici, en France, il y a des millions de personnes qui font des migraines. Et si je prends les symptômes d'une migraine, peut-être qu'elles vont être à peu près les mêmes pour tout le monde. Mais toi, le ressenti que tu as, est-ce que ça cause dans ta vie ? Et d'où ça vient, et depuis quand, et tout ça, c'est ça qui va déterminer l'individualité et qui va pouvoir m'aider à choisir le remède qui va te correspondre à toi. Parce que des remèdes pour les migraines, il y en a plein. Plein. Ok, donc tu échanges avec moi, tu viens un peu comprendre d'où vient l'origine de ce mot de crâne. Et moi, en fait, déjà dans l'échange, il se passe comme un peu un début de soin, en fait. Complètement, oui. Oui, parce que en fait, peu importe si je vais donner les petites globules, on appelle ça donc en Allemagne, c'est des globules, pas des granules. Okay. Des petites globules blanches avec cette information. Finalement, le champ magnétique ou le champ énergétique, il est déjà présent. Une fois que le remède, c'est comme si c'était un peu une entité qui vient s'inviter aussi. Et finalement, tout ce qui va passer à travers les mots, c'est une information également qui est reliée à ce remède. Je trouve ça intéressant qu'on le nomme globule blanc, en plus, plutôt que granule blanc, parce que globule blanc, on fait partie du corps, de la guérison, de ce système-là. Et granule, effectivement, il y a déjà quelque chose d'extérieur. C'est intéressant, en fait, que ça s'appelle vraiment globule, en fait. Complètement, ouais. Moi, j'ai découvert ça quand je suis arrivée en France, je ne savais pas, moi, je disais toujours globule. Je crois qu'il y a une différence de taille aussi, j'imagine que, Boiron travaille avec des granules. Moi, je travaille qu'avec de l'homéopathie issue de pharmacie, souvent d'ailleurs familiale, suisse, autrichienne et allemande. Ok, très bien. Et effectivement, le côté granule peut... moi, je trouve que les mots ont une force et une intention, aussi une énergie, donc effectivement, c'est très important de bien les utiliser. Et donc, on peut... Souvent, on compare l'homéopathie, on peut être très critique et dire c'est du sucre. Et le côté granule vient faire penser à ça. Alors que côté globule, tout de suite, on change ce regard-là. Et c'est beaucoup moins critique, déjà juste par cette appellation, quoi. Et en soi, bien sûr que c'est du sucre. Dans la matière, c'est du sucre. Mais en fait, quand on prend toute chose qui nous entoure, même si que ce soit, c'est-à-dire visible à l'œil ou invisible, c'est de l'information qui est plus ou moins condensée. Et en fait, l'homéopathie, c'est ça. C'est qu'on a dilué à tellement haut niveau qu'on ne peut plus prouver par la matière qu'il y a de la matière. Mais il reste l'information. Et ça a vraiment été prouvé par Hahnemann dans le sens où c'est une médecine d'expérience, donc empirique, où il y a beaucoup des années, avec plein de confrères ou même des gens qui étaient prêts à tester en fait l'homéopathie. À prendre en groupe, par exemple, un remède où la personne sait ce qu'elle prend, l'autre ne sait pas ce qu'elle prend, l'autre prend rien, l'autre prend un placebo. Et donc, après quelques semaines, les gens se retrouvent et ont noté tous les symptômes. Et quand je parle de symptômes, c'est vraiment, ça peut être tout, n'importe quoi. Les rêves, la peau qui gratte, tout d'un coup des envies, peu importe en fait. Les émotions. Exactement, tout. Et en fait, ils se rendaient compte qu'il y avait plein de choses qui se croisaient, qu'ils avaient vécu des choses très très similaires. Peu importe s'ils l'avaient pris ou pas. Donc c'est vraiment un champ. On ouvre un champ ici. Et moi, je trouve ça fascinant. Vraiment. Et ce champ, donc, on rejoint ce grand tout qui nous entoure, cet invisible, et qui est un champ d'information, effectivement, sur lequel on peut agir, avec plein d'outils et de manières différentes de le faire. Et c'est justement aussi pour ça que je fais ce podcast, pour mettre en avant ces différentes manières de s'y connecter et de le faire. Et toi, donc, tu as l'homéopathie qui est rentrée dans ta vie, mais également le soin énergétique. Et comment tu es allé vers lui ? Ou c'était en même temps que l'homéopathie, puis comment tu commences à voir les liens que tu fais avec tout ça ? Alors, j'ai aussi le yoga, et en fait, vraiment, je pense qu'il peut résumer un peu, c'est moi, depuis que je suis enfant, j'ai toujours cherché l'équilibre. Donc, ça m'attome dans le yoga que je pratique, qui s'appelle le Sama Yoga, donc qui vient chercher à se centrer, à être dans l'union des ce qui paraît à la base opposé, mais qui est complémentaire. Donc, comme on peut voir avec le féminin, l'énergie du féminin et du masculin, mais plein d'autres choses aussi, dans les émotions, etc. Et donc, pour moi, le yoga, l'homéopathie et le soin
vont vraiment vers cet équilibre, vers ce centre, vers l'essentiel. On revient vers ce mot d'amour, en fait, où là, tout est possible. Et ça vient aussi débloquer des résistances, mais doucement et durablement. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a toujours attirée, c'est de me dire que plus je vais être... en fait, je vais augmenter une résistance si j'y vais avec de la violence. Parce que c'est en fait une réaction naturelle aussi du corps physique, du corps émotionnel ou psychologique, parce qu'il y a aussi des peurs qui sont liées et qui sont justifiées, mais peut-être qu'elles seraient moindres ou elles ne seraient pas là si on y va en profondeur et en douceur. Et donc à travers le yoga, à travers l'homéopathie, à travers le soin, je viens vraiment d'abord déconditionner en fait tout ça. Et pour pouvoir retrouver l'essence, et après que ça puisse être fluide. Voilà, donc c'est un peu ça le lien pour moi, ce qui m'a appelée. Et tu parles de douceur et on l'entend à ta voix déjà, à ton énergie, parce que pour moi, voilà, toutes les voix vont déjà transmettre beaucoup d'informations dans l'énergie de la personne. Et effectivement, on ne te voit pas faire du coaching qui rentre dedans, faire des pratiques beaucoup plus virulentes. Toi, tu es plus dans la douceur, dans le fait effectivement d'accompagner et de faire évoluer progressivement, et donc le soin énergétique et donc l'homéopathie sont des outils et le yoga, le Sama Yoga, sont pour toi les meilleurs outils adaptés à ta vibration et à ta manière de changer le monde. Oui, complètement. Et je dirais pas que je peux pas être rentre dedans, parce que ça peut bousculer aussi. Et je vais parfois être juste dans mes mots et ça va partir un peu comme une flèche, mais je le fais avec douceur quand même. Et en fait, il y a une force extrême dans la douceur. Et souvent, pareil, on oppose. Et en fait, voilà, je viens prouver que quand on est doux, juste et posé, ça peut bouger des montagnes, en fait. Tout à fait. Et donc, dans cette énergie yin-yang, je suis en train de lire un livre hyper intéressant là-dessus. On n'oppose pas en faisant le yin et yang. C'est vraiment yin-yang en chinois. Et c'est vrai que c'est cette complémentarité, c'est ce mouvement, et que l'un n'est pas mieux que l'autre. Bien au contraire, c'est vraiment complémentaire. Et il prenait cet exemple à un moment de la panthère, qui est un symbole du yin, qui peut attendre pour chasser longtemps sur une branche, dormir, et puis à un moment, bam, elle va tomber sur la proie qui passera en dessous. Et c'est aussi très tranchant, mais parce qu'il y a eu ce temps d'attente, et pim, ça peut être, voilà, effectivement, enrobé de douceur, mais tranchant aussi, quoi. Complètement, ouais. Et c'est ça, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de colère aussi dans ma vie, beaucoup de... parfois même je me sentais un peu garçon manqué, donc c'est intéressant parce que je sais que j'ai un physique quand même qui paraît très féminin dans un sens, mais j'étais casse-cou en fait, et parfois je rentrais dedans et je me rendais compte que... Tu te battais? Ouais, peut-être pas, mais je pouvais avoir des tendances violentes, oui, mais parce que j'étais pas comprise, parce que je voulais m'opposer, parce qu'on m'opposait aussi. Et qu'on me faisait comprendre que comme j'étais, il y avait de la friction, que c'était pas bien, qu'il y avait tout un conditionnement justement à dire, à comparer, à opposer, à dire faut que tu sois plutôt comme ça, t'es trop comme ci, adapte-toi, etc. Toi, tu voulais être toi et avoir différentes formes en fonction des situations et des moments, quoi. Exactement. Mais quand même, je me souviendrai toujours dans ma chambre, quand j'avais peut-être 7 ans, 8 ans, à me dire, mais en fait, c'est ça la solution dans la vie, c'est d'être dans l'équilibre. Et c'est vraiment ce premier mot qui m'est venu comme un peu un message, voilà, où je disais l'équilibre. Qu'est-ce que c'est? Comment je l'atteins? Voilà. C'est vachement mature à 7 ans. Oui, je me rendais pas compte à l'époque, mais c'est vrai qu'en repensant à ce moment-là, je me vois encore. J'étais en train d'écouter de la musique sur ma petite ancienne, les petites chaînes Wi-Fi là. Et puis je me disais, oh tiens, ouais, j'ai envie d'être en équilibre. Je pense que comme ça, je serais heureuse en fait. C'était quoi la musique que t'écoutais? Alors, je peux plus te dire. Mais à l'époque, j'écoutais beaucoup les Destiny Child. Je sais pas s'il y avait une chanson sur l'équilibre, mais... Les Destiny Child peuvent aider à éveiller les consciences, je pense, aussi, parce qu'il y a beaucoup de force aussi chez elles. Mais donc, tu pourrais dire, c'est un peu ton départ de l'éveil spirituel, en fait, de mettre de la conscience? Oui. Après, j'ai eu des événements dont j'avais pas conscience sur le moment, mais quand j'ai vu des films mes parents me filmaient beaucoup quand j'étais enfant. Donc c'est chouette parce que ça permet de voir plein de choses. Où j'observais beaucoup autour de moi les autres enfants.
et même dans des lieux en fait où ma mère m'avait amenée à Notre-Dame de Paris, donc forcément ayant grandi à Paris un petit peu, et je me suis mise à pleurer énormément et je voulais pas me lever, j'étais plaquée contre le sol, très très lourde. Et quand ma mère m'a raconté ça, je pensais, c'est vrai que j'avais déjà une sensibilité en fait aux énergies dans des lieux et avec les gens. Voilà, étant une grande empathique. Donc, je pense qu'il y a eu des appels déjà bien plus tôt. Mais forcément, on n'a pas conscience à cet âge-là, quoi. Donc tu veux dire qu'à Notre-Dame, tu étais allongée au sol, tu sentais beaucoup d'énergie, Je sentais beaucoup de souffrance, ouais. Beaucoup de lourdeur. Et j'avais peur. Et je voulais partir. Donc tu commençais à capter un peu tout autour de toi, dans l'invisible, ce qui se passait. Exactement. Comment ça a évolué ? Comment ça t'a transformé avant que tu commences à te dire ça, c'est quelque chose que je peux utiliser et en faire une force plutôt que de le subir ? Eh bien, je l'ai subi très longtemps, en me remettant beaucoup en question, parce que j'ai pas été accompagnée malheureusement ni par mes parents, ni par un corps éducatif, pas du tout non plus. Donc j'ai été coupée en fait très longtemps. C'est pour ça que je parle de déconditionnement, parce que c'est également mon chemin de me déconditionner de toutes les normes sociétales, sexuelles, de genre, peu importe en fait, tout ce qui nous met un peu dans des cases et qui nous empêche de comprendre qui on est profondément, pour retrouver moi-même l'accès en fait à ces talents ou ces dons ou ces choses qui me traversent. Donc j'ai vraiment compris, je pense, au milieu de ma vingtaine, vers mes 25-26 ans. Donc tard en fait, finalement. Tout à fait. Enfin, tard ou... oui. Ça dépend des personnes, effectivement. Complètement. Moi, ça arrivait bien plus tard, hein, mon éveil spirituel, mais effectivement, c'est long, finalement, jusqu'à 25 ans, parce qu'on subit beaucoup et qu'il y a beaucoup d'incompréhension, de frustration, j'imagine, beaucoup de « mais qu'est-ce que je fous là, quoi ?» et comment ça fonctionne, ce truc, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? À suivre. Bienvenue dans le monde de Juno, du soleil pour ton éveil.